Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue dans la review de SmackDown spécial 25 avril 2020 au Performance Center Full Sail University Orlando. 24 avril. 24 avril, oui, t'as raison, 24 avril. Je suis votre tonton Chris qui commence déjà à bugger. Voilà, ça commence fort. Le Luchasaurus des podcasts, le Luchasaurus des podcasts commence déjà à avoir les dents du fond qui baignent. Et donc vous m'aurez reconnu et vous allez donc reconnaître mon partenaire de tag team à la voix de basse. Voilà, le Kyrias de la famille Catch-Up. Salut Kyrias. Salut Chris, salut peuple de Catch-Up. Comment tu vas? Bien? Bien, on fait aller, ouais. À l'abri? Oui, bien confiné. Voilà. Formidable, c'est formidable. On tient le choc, hein, t'as vu, hein, puis on continue, on est là avec le confinement et tout. On continue à vous proposer les reviews SmackDown, Raw, la baston du mercredi qui est sortie. Allez voir sur YouTube, voilà, et allez voir sur les plateformes de podcast. Elle est en ligne avec l'amiral Armbar. Mais aujourd'hui, voilà, on vient dans le main roster, on est dans la Big League. On est sur SmackDown. Dans le monde merveilleux du show bleu. Oui, sur la Fox. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce SmackDown? Alors, toujours le contexte, hein, toujours le huis clos, c'est toujours, on rêve toujours. Donc, ça commence par une vidéo promo qui va nous annoncer qu'on marquera un hommage à Triple H pour ses 25 ans de carrière. Voilà, vidéo qui va être prévue, avec une petite vidéo de départ hein, qui va être diffusée. Voilà, sur The Game. Voilà, 25 ans de carrière, bravo à lui. Ça ouvre comme ça. Derrière, on enchaîne avec les New Day qui arrivent sur le ring pour célébrer. Ils sont devenus les nouveaux champions de tag team hein, pour la 8e fois. Ça rigole pas. Et évidemment, quand même, hein, les nouveaux champions, ils débarquent. Mais il y a de la concurrence à SmackDown tout à coup dans la Tag Team Division. Et il y a du monde qui sort du bois. Et en l'occurrence, on a des hommes masqués, on a des Mexicains, on a des luchadors. On a la Lucha House Party qui débarque avec Grand Metalik et Lince Dorado qui vont parler un petit peu au micro. Enfin, en l'occurrence, Lince Dorado qui est voilà, il n'y a pas de problème pour lui, pour l'anglais. Du coup, ils ont droit à quelques mots. Voilà, félicitant les New Day parce que ça reste des faces et ça reste des technicaux. Et voilà, mais bon, il faut savoir quand même qu'ils veulent une opportunité, qu'ils veulent challenger pour le titre des New Day. Donc pourquoi pas. Derrière, c'est Hey, ho, ho, Miz and John Morrison qui débarquent à leur tour, qui interrompent tout le bazar. Qui traitent les New Day de fake champions qu'ils ont remporté sur un single match. Voilà, c'est pas valable. Le New Day, Miz et Morrison, ils rappellent que les New Day, finalement, ils les ont jamais battus dans un match par équipe, jamais battus dans un match de tag team. Et là, surprise, les Forgotten Sons arrivent sur le ring. Et alors, bon, le Miz, très à propos, leur demande vous êtes qui? Concrètement, le Miz n'était pas au courant. Et ils répondent, alors là, bon, on va en parler après. Ils répondent que c'est des patriotes américains qui servent leur pays. Voilà. Et voilà. Et bon, une petite blague sur le Miz, sur le fait qu'il est tourné dans le Marine, que c'était du fake soldier. Et ça se termine en bagarre générale au milieu du ring. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener sous la bannière de la Tag Team Division du show bleu? Pour une fois, c'est un bon élément, je pense. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu tant de micros entre plein d'intervenants et pour une ceinture de tag team. Après, effectivement, les Forgotten Sons sont un peu arrivés comme des inconnus qu'ils sont encore pour le grand public de la Fox. Et effectivement, leur speech parlant de patriotes américains, bon, ouais, ok. En même temps, j'ai envie de dire qui ne l'est pas là-bas, quoi. Ouais, donc, bon, ils ont des looks de gros bikers. Oui, c'est ça. Bon, voilà, ils pourraient jouer les badass sans forcément nous servir de la soupe USA, quoi. Mais bon, ça plaît aux États-Unis. Oui. Mais bon, voilà. En plus, enfin, voilà, a priori, ils sont en termes d'alignement, ils sont plutôt présentés comme heal. Ouais. Ouais. Voire peut-être à développer leur perso, quoi. Pour le moment, c'est léger, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ça nous fait 4 équipes dans le game.
sachant qu'il n'y a pas les Usos sont pas intervenus là-dedans. Du coup, ça Ni commence Otis et Tucker, hein. et ni Otis et Tucker. Donc ça commence finalement à nous faire une tag team division un peu plus conséquente. Moi, je trouve que tu vois, c'était plutôt la bonne nouvelle pour moi, me concernant de cet opener. Voilà, la mid-card, up-card de la tag team division. Voilà, là, on peut mettre 6 équipes. Si tu rajoutes à ça Cesaro Nakamura, on est à 7 équipes. Et si tu ambitionnes une paire Brian Gulak, on monte à 8 équipes. Et tu vois, tout d'un coup, ça prend un peu de la consistance, la Tag Team Division à SmackDown, quoi. Tout à fait, oui. Donc, Bon, après, l'équipe Brian de Gulak n'est pas encore officialisée non plus. ouais. Non, non, pour l'instant, j'ai fait des supputations, hein, mais globalement, en fait, quoi qu'il arrive, ça gère entre 6 et 9 équipes et potentielles. Et écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je trouve. Donc voilà. Donc, bon, moi, clairement, je fais pas partie de la catégorie de ceux qui marchent dans la soupe des patriotes américains qui servent le pays. Voilà, quoi. Bon, moi, on verra bien ce qu'ils feront par la suite. Mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Voilà, derrière, on a un petit rappel de l'attaque de Baron Corbin sur Elias qui l'a donc blessé. Et on enchaîne derrière avec un match de qualification pour le Money in the Bank match, le fameux. Donc, on vous rappellera les règles, mais on parlera de ça un peu plus tard en fin d'émission. Voilà, un match qui va opposer King Corbin à Drew Gulak, justement, on en parlait, qui est avec Daniel Bryan. Un match que Gulak aura finalement pas mal dominé quand même, quoi. Il aura un compte de 2, mais il va être attaqué par Shinsuke Nakamura et par Cesaro, qui attaquent Daniel Bryan. Gulak qui vient au secours, mais là, du coup, le Corbin, tel le fourbe heel qu'il est, n'est-ce pas, va le surprendre, va placer son end of day pour le compte de 3. Voilà, derrière, les heels, ils sont pas beaux, ils sont pas gentils, ils attaquent Gulak. Voilà, donc la nouvelle officielle de ce match, c'était un match court. C'est que King Corbin est qualifié pour le Money in the Bank match, mon cher Karias. Et ça, c'est la grosse déception. Ah je sais, là, je connais ton... Ah oui, mais je connais. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Sur le Discord de Catch-Up, Voilà, moi, j'espérais une victoire de Gulak pour faire un peu de nouvelles têtes fraîches pour le Money in the Bank. Corbin a déjà gagné son édition et en plus s'était planté, je crois, sur son cash-in. Ouais. Je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Et moi, j'espérais voir Drew Gulak un peu mis en avant dans cette histoire. J'ai pas compris pourquoi Nakamura et Cesaro sont intervenus pour le match de Corbin. Ouais. Alors là, Ils sont on venus n'a aucune renforcer... explication, quoi, mais bon, ouais, c'est des heels. Ouais, renforcer plus ou moins leur hit, en fait, quoi. Vous avez vu, on est encore plus salopards que salopards. On vient faire les kékés avec Baron Corbin maintenant, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment que ça, quoi. C'était King Corbin, quoi. Donc voilà, il est qualifié pour le Money in the Bank match, donc on l'aura. Donc écoute, ça promet peut-être justement des attaques de la part de Drew Gulak dans le bâtiment. Je pense que Gulak sera investi dans le Money in the Bank match. Je pense qu'il y en aura peut-être entre 1 et 3 autres catcheurs qui ne font pas partie du match, mais qui vont être investis parce qu'ils vont faire des coups pendables à leurs petits copains dans les escaliers ou dans les bureaux. Et j'essaye de me rassurer comme ça. Et donc du coup, et puis il va falloir gérer. Hein. Il y a 6 mecs qui vont monter ces trucs-là. Il y a des caméras à préparer. Techniquement, c'est un gros boulot. C'est un beau challenge, ce match. Là, tu vois, je suis assez intéressé par ce match finalement. Là, tu vois, beaucoup plus que par le fait d'un ring à huis clos. Oui. Voilà. Moi, je suis pour le coup, voilà, là, ils ont réussi à aiguiser ma curiosité là-dessus. Après, pour revenir sur les interventions, moi j'aurais pensé qu'Elias serait intervenu dans le match de qualification là, entre les deux. Ouais, il y avait Au moment où Nakamura et Cesaro sont intervenus, je me suis dit tiens, pour équilibrer, il y a Elias qui va peut-être venir, mais en fait non. Et voilà. Et après, je me posais une question qui n'avait rien à voir avec le Schmilblick, enfin rien à voir. Je me posais la question de savoir combien de guitares ont été pétées avec Elias, qu'elles soient pétées par lui ou sur lui. Et voilà, je me fais un peu triste pour toutes ces guitares. Hein. Ah ouais, de toute façon, la WWE, le catch en général n'est jamais très très tendre avec les instruments de musique.
Donc, c'est une tradition dans le catch. Donc, voilà. C'est les pauvres guitares, effectivement. Et Elias, il en consomme un sacré paquet chaque année. Bon, après, c'est des guitares gimmickées. Il essaye de te rassurer avec ça. C'est Ouais, quand même des guitares gimmickées, quoi. Donc, c'est pas comme si tu pétais une Fender ou une Stratocaster, tu vois, voilà. oui, oui, oui. Voilà, donc non, ça va, c'est un petit peu moins brisqueur que ça, quoi. Voilà, donc écoute, on en finit avec Corbin. Il est qualifié pour Oui, le oui, Money in oui. the Bank match, basta. Voilà. Baron Corbin, Voilà, Baron Corbin. voilà. Après, on nous fait un petit paquet de vidéos sur le retour en NFL de Rob Gronkowski qui signe donc le Tampa Bay Buccaneers. Je crois avec Tom Brady d'ailleurs, le quarterback. Ils se retrouvent ensemble des New England Patriots au Tampa Bay Buccaneers. Donc du coup, il est toujours détenteur quand même du 24-7 et on aimerait bien savoir un peu ce qu'il va en faire. Mais bon, c'est un peu évasif, mais bon, à vrai dire, who cares? Oui, j'ai envie de dire aussi. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ensuite, on a Sheamus qui va décapiter un jobber nommé Daniel Vido. Voilà, moins d'une minute. Hein. Donc, puis Brock Kick, au revoir Simone, et on n'en parle pas. Il ira un peu chauffer Michael Cole dans les commentaires, mais tu as un truc à dire sur Sheamus? C'était mon flop de la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, ça continue, quoi. Voilà. Je suis triste. Ouais, je crois que pour les fans de Sheamus, malgré tout, là, ça commence à bien faire cette affaire de je défonce du jobber en moins d'une minute à chaque fois. Alors, il est crédible parce que oui, lui, on sait qu'il est capable de péter une gueule en moins d'une minute. Ça, c'est pas tellement notre problème, ça. Mais c'est que voilà, il est quand même là, mine de rien, depuis un moment entre les vignettes, les trucs comme ça, etc. Et ils n'en font rien depuis des semaines. Maintenant, là, on sait pas comme s'il était revenu vendredi dernier, quoi. Ouais. Donc là, vraiment, il se passe rien. Derrière, voilà, on abandonne l'Irlandais. On te salue, Stephen, hein, mais voilà, on est vraiment, voilà, c'est un peu désolant comment t'es traité à SmackDown, quoi. Vidéo Alors, encore. on Comment? enchaîne, on enchaîne évidemment avec une vidéo sur Jeff Hardy. Oui, oui, sur Jeff Hardy, ouais, la saga qui continue. Et là, c'est the Redemption of Jeff Hardy. Voilà comment il se concentre sur son rôle de papa pour ses filles, qui le pousse à devenir meilleur. Une belle histoire américaine comme on les aime. Et voilà, avec son fameux retour à la WWE en 2007 à WrestleMania pour le Tag Team Championship, quoi, dans une ambiance on fire. Le match de ce WrestleMania, hein, c'était WrestleMania, je sais même plus, 33, je crois. 32 ou 33, ouais, ouais. 33, ouais. Donc, ouais. Un grand moment, et voilà. Ouais. Et donc, Jeff Hardy continue comme ça à nous faire des paquets de vidéos, et je crois qu'on va en avoir 5-6, des trucs comme ça, quoi. Ah, j'ai cru comprendre qu'il y en aurait encore un, mais ça s'arrêtait après. Ah, ça s'arrêtait après? D'accord, ok. Ouais. Ok. Derrière, on a à nouveau un package vidéo sur les moments forts de la carrière de Triple H, en particulier quand la DX a envahi la WCW en Jeep. Derrière, on a Sheamus. Ah oui, c'est vrai que Sheamus, il y a eu un espèce de décalage avec la vidéo et qu'il n'était pas parti à ce moment-là. Et en fait, il n'est pas content. Oui, parce qu'il n'est pas content que Michael Cole ait parlé de Jeff Hardy. Donc apparemment, voilà. Alors, Sheamus va peut-être se fâcher avec Jeff Hardy. Bon, voilà. Pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une idée de ce qu'ils vont faire de Jeff Hardy en termes de booking. Est-ce que c'est un dernier run? Est-ce que c'est avec le frangin qui est à la IW? Je sais pas. Je sais pas pour combien de temps il a signé. Il aurait fallu qu'on ait Ringside avec nous là. Ringside revient. Ouais. Ringside, écoute, on a besoin de tes statistiques et de tes infos en or massif. Alors, bon, derrière, on a un match de tag team. Lucha House Party versus le Miz et John Morrison. Alors, un match de 5 minutes, hein, et avec une little surprise, avec la victoire des hommes masqués, et Oui. avec un contre de grande métallique pour finir, pour un roll-up. Hein. Par contre, il gagne par roll-up. Hein. Et Ouais, oui. voilà. Mais n'empêche, les face Luchador gagnent le match contre Miz et John Morrison, former champion, tout récent quand même, mine de rien. Et donc, belle perf des Luchador, Kyrias, ou pas? Bah oui, si, quand même. Après, vu comment ils ont été présentés à la va-vite, de mon impression sur l'opener, c'est pour eux, oui, c'est une belle opération, oui. Et ça les replace un petit peu dans la tag team carte. Ouais. Ouais. Bon,
Enfin, en même temps, voilà, c'était très court. J'allais dire, il y avait aucune ambiance. Donc, Bonne blague. comme d'habitude, même en 5 minutes, j'arrive quasiment à sortir du match dans les 2 dernières minutes, même avec des catcheurs qui me plaisent, parce que là, pour le coup, les quatre me font bien l'affaire, quoi. Et, Oui, et puis ils s'entendaient bien dans le ring ensemble, je trouve. Enfin, ouais, c'était pas John mal. Morrison et les Lucha, House Party, ça donne des bons trucs, quoi. Ouais, il y a du rythme et tout, donc c'est plutôt sympa, ouais, clairement. Ouais. Voilà, derrière, on a un nouveau match de qualification pour le Money in the Bank match. Hein, c'est quand même c'est dans l'air un peu, voilà, en ce moment, le Money in the Bank. Et donc, on a Lacey Evans face à Sasha Banks. On passe à la division féminine, les amis. Bon. Alors, je vais faire un tout petit play-by-play. C'est un match qui aura été assez équilibré. Sacha va tenter un back statement qui va être contré. Ça va enchaîner avec le Women's Rights qui aurait dû donner peut-être la victoire à ce moment-là à Lacey Evans, mais il y a Bayley qui intervient pour mettre le pied Banks dans les cordes, voilà, qui vient aider sa copine, puisque de toute façon, Bayley ne fait que aider sa copine tout le temps. Quoi, voilà. C'est son job à SmackDown. Et encore, j'ai envie de dire, on a eu de la chance aujourd'hui, enfin cette semaine. Bayley n'était pas aux commentaires. Ah non, oui. Ah oui, on n'a pas eu le micro, ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. On a échappé au micro. Voilà. Voilà, pendant ce temps, Bayley va essayer de détourner un peu l'attention du referee. Et puis, Banks, elle porte un roll-up. Alors, c'est un peu flou. Elle porte un roll-up à Evans. Et ça aurait pu lui donner la victoire, mais elle n'a pas le count qu'il faut, quoi. Et où il vient jamais le count, je me souviens plus. Non, l'arbitre est distrait par Bayley, Ouais, en fait. ouais. Et c'est les commentateurs, je sais plus, c'est chorégraphe, je crois, qui compte pour l'arbitre, qui compte jusqu'à 4-5 avant Ouais, que l'arbitre se retourne. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc du coup, l'erreur de jument, elle est fatale à la Bayley. À Voilà. Banks. Enfin, à Banks, pardon, oui, à Banks pour prendre un woman's right dans la face. Et victoire de Lacey Evans, qualifiée pour le Money in the Bank match. Et derrière, Tamina va apparaître sur le titre en tronc pendant que Banks et Bayley remontent la rampe. Et Tamina va coller un seul super kick à Bayley qui fait Jésus immédiatement. Et ça s'arrête là-dessus pour les filles. Alors, t'as pensé quoi de cette qualification de Lacey aux dépens de Sasha Banks? Surprenant parce que à Raw, on voit du lourd. Et à SmackDown, ils envoient Lacey Evans et Anna Brooke. Il reste encore une place, mais c'est entre Carmella et Andy Rose. L'annonce sera faite un peu plus tard, ou je sais plus à quel moment dans l'émission, mais voilà. Il y a quand même un petit déséquilibre côté bleu, Ah ouais. Hein. votre tête d'affiche, quoi. Ah bah là, je crois que ça saute à la gueule. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, franchement, le déséquilibre est total entre le show rouge et le show bleu. Donc, d'ailleurs, de toute façon, voilà. Vainqueur du Money in the Bank cette année chez les filles. Voilà, en sachant qu'il y a une Asuka et une Shayna Baszler, déjà, voilà, c'est ça, tu te rends compte, tu mets Shayna Baszler et Asuka déjà juste en face, quoi. Oui. Donc là, déjà, rien qu'à L2, déjà, elle, de toute manière. Donc non, ouais, non, ça va être très compliqué pour Dana Brooke et Lacey Evans de prendre comme ça. Voilà. Moi, ce que j'espère après, c'est que Sasha Banks revire et s'intéresse au titre de Bayley assez rapidement, quoi. Parce que jusque temps que ça arrive. Tu vas voir qu'ils vont le donner à Tamina, ça se trouve. Ils en sont capables. Tamina, Tamina, un title shot, elle a. Ah là, Tamina, juste un kick, hein. Et elle fait Jésus, hein, Bayley. Hein. Oui, mais c'est son finisher en même temps, hein, Tamina, quoi. Non, mais ouais, efficace. Ah oui. Bravo, Tamina, bravo. Allez, on passe à autre chose. On a le vidéo package sur la rivalité concernant le titre universel entre Braun Strowman et Bray Wyatt. Pas tout à fait The Fiend, mais un peu The Fiend quand même, mais pas tout à fait quand même, mais un petit peu quand même.
mais vraiment en mode vraiment, voilà, avec vraiment l'histoire entre Braun Strowman et Bray Wyatt, à travers tout ce qui s'est passé avec la Wyatt Family, à travers le masque de mouton noir, avec l'arrivée de Braun Strowman à la WWE. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce package, Kyrias? Oh, bah, les packages, comme toujours, ils sont bien foutus. Ça permet à ceux qui n'ont pas vu à l'époque toute cette histoire de se remémorer, enfin, d'apprendre l'histoire entre les deux, quoi. Bon, après, oui, voilà, c'était un petit peu court. Et on n'aura pas vu les bonhommes, quoi, du coup. Et Non. bon, ça, moi, j'y reviendrai plus tard à la fin de l'émission. Ok. Alors derrière, nouvelle récap, hein, avec la superbe rivalité, la superbe storyline d'Otis, Mandy, Dolph et Sonia. Et voilà, avec voilà, vraiment, c'est vraiment là pour le coup une récap. Et on apprend qu'il y en aura plusieurs d'entre eux qui seront impliqués la semaine prochaine dans un match de qualif pour le Money in the Bank match, avec un Mandy Rose versus Carmella, comme tu l'avais précisé tout à l'heure, et Otis versus Dolph Ziggler. Voilà. Aïe. Voilà. Aïe, ouais. Déjà chez les filles, de toute façon, c'est double aïe chez les filles. Et chez les garçons, bon, chez les garçons, à la rigueur, Dolph Ziggler, c'est quand même un grand spécialiste des Money in the Bank match. Donc, tu es assuré qu'avec un worker comme ça dans ce match-là, de toute façon, il se passera quelque chose. Et Otis, c'est le mec over à SmackDown à l'heure actuelle. Donc, auprès de la frange. Voilà, Otis, il est over. Donc, écoute, voilà. Mais c'est chez les filles, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment crash industriel, quoi. Oui, j'ai peur de ce match. Ouais, moi aussi, j'ai peur de ce match. Moi, je suis comme toi, je suis dans l'inquiétude. Voilà, d'ailleurs, on parle des filles, mais Carmella, elle voit Dana Brooke, quoi, qu'elle l'inspire, qu'il faut qu'elle se prépare pour le match, parce elles vont avoir un match, un WWE Women's Tag Team Championship. Voilà, ça va être le match qui va suivre. Alexa Bliss, Nikki Cross versus Carmella, Dana Brooke. Voilà, Waouh. elles ont un title shot. Alors, les challengers, elles ont assez dominé, et puis tout d'un coup, tranquillou, Cross et Bliss, elles ont mis en place une routine qui a vraiment pas duré longtemps, hein. Et direct, double DDT sur Carmella pour conserver le titre. Un match expéditif, voilà, avec Bliss et Cross qui conservent. Oui. Alors après, moi, le résultat ne faisait aucune surprise pour moi. Ouais, Carmella et Dana Brooke n'avaient pas de tenue assortie. ouais, C'était pour elles, quoi. Et ouais. après, dans le ring, bon, bah voilà, quoi. C'est assez léger, quoi. Après, Ouais. c'était la première fois qu'elle sortait ce finisher. Les Cross et champions, Alexis Bliss. Ouais. ah ouais, peut-être, ou je les ai peut-être vu faire, mais ils s'en étaient peut-être pas servis comme finisher. Je sais plus. Mais bon, voilà, non, mais ça c'est bien exécuté. J'ai rien à dire sur le finisher, hein. Le match, de toute façon, pour moi, le match n'existait pas. Je l'avais oublié quasiment dans les 40 secondes qu'on suivit, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. c'était le dernier match de catch de SmackDown de cette semaine. Ça vous situe un peu la chose. Voilà. Et on arrive au main Et event. on arrive au main event, le main event est donc bien sûr consacré à l'hommage du game de Triple H, de Big Nose, qui arrive sous le Titantron avec la musique de Lenny, de Motorhead. Voilà, The Game, respect à Lenny. Et rest in peace. Et voilà, donc il rejoint le ring. Derrière, voilà, un peu de chat. Shawn Michaels qui va arriver. Qui, voilà, donc les gars se louangent un peu, mais se louangent de manière un peu rigolote, un peu sarcastique. Voilà, ils parlent de distanciation sociale, des gestes barrières, tout ça, c'est dans l'air, tout ça aussi, encore une fois. Voilà, et puis bon, Michaels, il dit il déconne un peu, il dit qu'il a envoyé des milliers d'invitations, que tout le monde est là. Bon, c'est pas grave, il y a Michael Cole, il y a Corey Graves, il y a quand même un peu de gens qui sont là pour écouter, se remémorer le bon temps de la DX. Il nous met un peu la carrière de Triple H, et puis là, en fait, ça tourne un peu vraiment en déconnade chambrage de potes de vestiaire de rugby. Voilà. Le Shawn Michaels, il va pas mal chambrer sur les fails de Triple H, sur les fails de la carrière de Triple H, quoi. Donc, en l'occurrence, les échecs à WrestleMania, entre autres, avec toutes les défaites qu'il a eues. C'était voilà. Et puis, voilà, ça vanne, du coup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout le monde y passe un peu. Il y a Stephanie McMahon, il y a Ric Flair en FaceTime. Voilà, je vais vous épargner un peu tout, quoi, hein.
Voilà. Mais tout ça, ça nous emmène. On a même Road Dogg aussi qui va passer en FaceTime. Voilà. Tout ça, ça déconne pas mal en fait sur la carrière sur la carrière de Triple H. Et avec aussi des moments de déconnade avec la DX où ils foiraient un peu leurs promos, des choses comme ça. Et puis, à ce moment-là, il se passe un truc qui n'était pas arrivé depuis longtemps à la WWE. C'est que le Big Boss, le dinosaure des promoteurs de catch of the Universe, apparaît, en l'occurrence, Mr. McMahon. Mr. McMahon vient pour féliciter son gendre, finalement. Hein. Voilà. Et Mr. McMahon, il va être à son image, moi j'ai trouvé quoi. Voilà. Il dit voilà, que comme d'habitude la famille du premier rang aurait l'aimé, mais sinon que les autres ils auraient chanté boring quoi. Et puis il se fout un peu de la gueule des gens qui disent qu'il est sénile. Il se moque un peu de Triple H à nouveau. Bon, finalement, il leur dit qu'il l'aime avant de dire. Ouais, ah oui, qu'est-ce qu'il leur dit sur la fin? Il dit à Triple H et Michaels que leur dernier match en Arabie Saoudite était mauvais, mais vraiment mauvais, quoi. Et le show, ça se termine avec un McMahon qui retourne en coulisses petit à petit. Ouais, et en fait, c'est des sons de cricket qui sont ajoutés à la fin. Oui, les lumières s'éteignent au fur et à mesure. Ouais, voilà. Donc, écoute, c'était un espèce de truc mi-ironique. Enfin, moi, je l'ai pris comme un espèce de truc mi-ironique, mi sur le ton de la blague, mi-rappel de trucs. Voilà, c'était. Moi, je vais te donner tout de suite mon truc avant de te passer la parole. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu tristounet pour les 25 ans de carrière d'un mec comme ce que représente Triple H à la WWE et dans le monde du catch en général. Fêter ses 25 ans de carrière de cette manière-là, c'était un petit peu tristounet, ouais. Et toi, mon Carias? Bah, clairement, le fait qu'il n'y ait pas de public pour célébrer, pour une telle célébration, ça, c'est un petit peu, ça manque un peu du but, quoi. Et après, j'ai réalisé en même temps qu'ils faisaient la présentation avec le petit bandeau qu'il y a sur le petit côté quand ils font les entrées, où il était indiqué qu'il avait donc 14 fois champion, 2 fois gagnant du Royal Rumble et 123 PPV main eventé avec 72 title match. Oh la vache. Ça vous pose un homme, hein. Quand même, quoi. Ça vous pose un homme. Ah bah ouais, non, mais de toute façon, là, on pourra jamais remettre ça en cause, hein, de toute manière. Hein. Et justement, et le fait aussi, on pourra jamais remettre en cause le fait que lui, il a mis over les catcheurs. Il a perdu 13 fois à WrestleMania. Donc, je veux dire, tu vois, il a même mis over Ronda Rousey, quoi. Donc, je veux dire, on peut pas reprocher à Triple H ça d'avoir mis son corps en jeu et pour faire gagner les autres. Et donc voilà. Mais si tu veux, finalement, ce segment-là, pour moi, ils auraient quasiment dû le mettre en opener. Oui, parce qu'en fait, moi, à la fin de ce show, j'étais beaucoup moins impliqué qu'au début. Et n'ayant pas des capacités de traduction très poussées pour comprendre tout ce qui a été dit dans le segment là, j'avoue que ça m'a un peu sorti du truc et j'ai même pas cherché à plus en savoir, quoi. Donc heureusement que tu étais là pour un peu plus ce qui avait été dit, mais ouais, mais si tu veux, enfin, ça a été beaucoup de base, ça a été beaucoup d'ironie basée sur de la blague et sur du rappel voilà d'anecdotes un petit peu croustillantes, un petit peu voilà ou un petit peu foirées, un peu botchées, voilà. Hein. Ouais, oui, ils ont montré des botches, ouais, même. Voilà, c'est cut-up, quoi, tu vois, quoi. Donc, il y a la pancarte IRM, voilà, qui était plantée en plein milieu du ring vendredi soir. Et donc voilà, ils ont pris ce parti de faire ça comme ça. Moi, je l'aurais placé en opener, écoute, et j'aurais fait un match beaucoup plus long, peut-être avec les filles, hein, s'ils avaient décidé de terminer avec le Tag Team Championship féminin, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, on donnait vraiment, on donnait 10-11 minutes au match féminin et on essayait de nous trouver un truc un peu qui collait un peu la roue, qui collait un peu, qui collait un peu à la route, quoi. Voilà. Ou alors, je sais pas, où il fallait peut-être placer la Tag Team Division en main event masculine. Je sais pas. Enfin, en tout cas, si tu veux, moi, SmackDown, je suis tellement perdu. Mais là, on va en parler, justement, c'est la transition. Oui. On va en parler. Donc, écoute, on a
on va se lancer dans le point Gilbert. Alors, le point Gilbert, c'est notre foire aux questions de la review SmackDown. Et j'ai envie de dire, ça nous donne quelques occasions. Voilà, exactement. Des occasions en Gilbert. Et donc voilà, oui, ouais. Donc Gilbert nous a laissé ces questions dans le topic podcast du Discord. Donc les amis, voilà, sachez qu'on surveille les topics et que donc si dans ce topic-là vous laissez des questions, on essaye dans la mesure du possible de les récupérer et puis de les citer à l'antenne derrière. Donc Gilbert, il nous a posé 4 questions cette semaine, mon bon Kyrias. Alors, on va attaquer avec quelqu'un dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et donc je sais que ça écorche un petit peu ton cœur de suiveur. Ah oui. Alors, ne trouvez-vous pas étrange que Sheamus ne fait qu'affronter des jobbers depuis son retour? Pensez-vous que c'est lié à sa blessure qui l'a empêché d'affronter des superstars plus établis comme Bryan, Gulak, Strowman et Co? Kyrias. Si je pouvais avoir la réponse, ouais. Pourquoi il n'est pas plus haut? Pourquoi il ne se pas du Money in the Bank match? Pourquoi il s'en est pas pris au champion? Pourquoi il fait qu'affronter des jobbers alors qu'il s'était présenté lors de son retour des petites vignettes qu'on a eues comme un big boss de la brande bleue? Tout ça pour arriver à ça, oui, non. Et effectivement, donc c'est très étrange et moi je ne comprends pas. Voilà, ça a fait mon flop la semaine dernière et ça pourrait très bien le faire encore cette semaine, mais disons qu'il y a le choix pour le flop cette semaine encore. Oh là là, cette semaine, il y a tout le choix qu'il faut, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on vous mettra aussi le top flop note de Raphaël, qui nous l'a transmis également. Et toi, donc, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, je trouve pas ça... Alors, Gilbert, il nous demande si on trouve ça étrange. Vous trouvez pas ça étrange? Non, je pense que c'est comme ça qu'ils ont décidé de nous le revendre à nouveau. On en a parlé tout à l'heure, finalement. Et finalement, il y avait nos réponses dans la question de Gilbert là, qui ont été dites finalement précédemment. Et voilà, sauf que c'est trop long et qu'on dit ça fait des semaines qu'il est revenu et que ce mec-là, il est Grand Slam champion et que voilà, pour moi, il n'est pas utilisé comme tu l'as dit. Voilà, donc c'est un peu dommage que là, on continue à s'encrouter dans les histoires de jobber. Bon, là, il va s'attaquer un peu à Jeff Hardy. Jeff Hardy, ça reste un vétéran. Voilà, qui est, donc bon, moi j'attends de voir ce qu'ils veulent faire de la Grande Slam Championne. Et surtout, le truc que je relève le plus fort, c'est ce que tu as dit, c'est que pour l'instant, il n'a pas l'air d'être dans la course du Money in the Bank match, et c'est bien dommage. Pourquoi il n'est pas à la chasse d'un ticket de match de qualification, quoi. Là, je comprends pas moi non plus, quoi. Et il parle de la blessure qui l'empêche à affronter les superstars. Moi, je pense pas. Je pense que la blessure, elle est derrière lui. Pour info, Sheamus, il a un petit vidéo, il fait une petite chaîne YouTube où il fait du workout, où il invite des superstars de la WWE. Voilà, je l'ai allé le voir avec Asuka, par exemple, entre autres, c'est très drôle. Et donc, il est en pleine bourre, le Sheamus. Il n'y a pas de problème, il est en pleine santé, le garçon. Voilà. Donc voilà ma réponse sur Sheamus. Deuxième question de Gilbert. Les Forgotten Sons pourraient-ils dominer la Division Tag Team de SmackDown dans les mois à venir? Que pensez-vous de leur personnage? Bon, on en a déjà parlé un peu de leur personnage tout à l'heure, de l'opener. Après, ce qui pourrait dominer la Division Tag Team, il y a fort à faire quand même. Ils ont une place à trouver, effectivement, mais dominer, il y a quand même les New Day, il y a les Usos. Et c'est quand même le haut du panier là qu'on a. Donc après, oui, s'ils peuvent faire leur place là-dedans, ouais, et ça va faire leur preuve. Hein. Ouais, je rappellerai quand même la jurisprudence Sanity, et que les clans qui viennent de NXT et qui débarquent comme ça à 3, 4, tout ça, des fois, ça se passe très très mal pour eux. Donc attention les Forgotten Sons, voilà. Pour moi, pour répondre plus précisément à la question de Gilbert, pour moi c'est des mid-quart d'heure de toute façon. Et voilà, ils sont là pour animer la Tag Team Division. Et seront-ils dominants? Peut-être que d'ici quelques mois, fin de l'année 2020, pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont avoir un run un peu plus fort. Mais là, à l'heure actuelle, ils ont entre Miz Morrison, les New Day, les Usos, voilà, et même Otis et Tucker qui sont bien over. La Tag Team Division, elle est bien occupée, donc je pense qu'ils vont jobber quand même pendant pas mal de semaines, pas mal de mois. Et on verra par la suite ce que ça donnera. Voilà. Qui reste par contre dans un trip badass,
Et pas trop dans un trip Patriot, USA, quoi. Qu'on voie un peu autre chose, quoi. Surtout que Jackson Riker, il peut être quand même très, très, très impressionnant parce que physiquement, il est très, très, très impressionnant. Et même s'il fait un peu homme de Néandertal, voilà, il peut faire du mal. Il peut faire bobo, ce Jackson Riker. Allez, troisième question du Gilbert, parce que le Gilbert, il déconne pas avec les questions. Vous pensez que Vince devrait passer la main à Triple H cette année, soi-disant à l'approche il aurait dû avoir une virgule. Vous pensez que Vince devrait passer la main à Triple H cette année, soi-disant à l'approche de l'anniversaire de Vince en août prochain? Alors, est-ce que tu as entendu des rumeurs pour un joyeux anniversaire de... Effectivement, j'ai vu que le Papy Vince va avoir 75 ans. D'accord. Et après, j'ai rien lu. Après, je suis pas un grand lecteur des news et de ce type. Donc moi, j'ai rien entendu parler par rapport à ça. Alors, écoute, trouver une source. Moi non plus. C'était la première fois que je voyais. En fait, c'est en lisant la question de Gilbert que j'ai découvert qu'il y avait cette rumeur qui tournait. Après, c'est un peu une marotte, quoi. Quand est-ce que le passage de flambeau va être effectué, quoi? Ça fait 10 ans déjà qu'on dit, ou 10 ou 12 ans, que tout le monde dit quand est-ce que Vince il arrête, quand est-ce que Vince il arrête, quand est-ce que Vince il arrête, puis Vince il arrête jamais, quoi. Donc voilà. Donc écoute, on verra bien. Moi, je t'avoue que je savais pas, donc j'ai pas tellement d'avis là-dessus, à vrai dire. Alors, par contre, la conjugaison qu'il utilise, est-ce que Vince devrait passer la main à Triple H? Je pense que le jour où Vince passera la main définitivement à Triple H, la WWE sera quand même entre de bonnes mains. Il a trouvé un héritier voilà, qui maîtrise le business sur le bout des doigts. Et finalement, qui d'autre de mieux que Triple H pour reprendre la main de toute manière? Donc ça va arriver un jour ou l'autre, ça va arriver. Soyez un peu patients, les amis. À moins que Shane intervienne. Ah ouais, à moins que Shane revienne dans le game. C'est le cas de le dire. Voilà. Tout honneur. Hein. Ouais, bien évidemment. Nous sommes des gens polis. Alors, et la dernière question. Alors, dernière question assez longue. Hein. Alors, concentre-toi, s'il te plaît, Kyrias. Je me concentre. Quatrième et dernière question de Gilbert. C'est pas bizarre que Joe Brian Gulak n'ait pas trouvé une troisième personne à leur team. C'est-à-dire créer un trio, en fait, créer un clan. Car ils galèrent depuis leur feud contre The Artist Collective à empêcher les interventions. Je vois bien Shorty G ou un venu d'NXT comme troisième partenaire. Et il termine avec les challengers qu'on pourrait voir pour le titre IC. Alors, je pense que c'est son avis, c'est pas vraiment dans une question, ça, puisqu'il nous dit que pour lui, les trois challengers pour le titre intercontinental, ça serait Elias, Gulak et Otis. Alors, en fait, il y a deux questions en une. Donc, Kyrias, est-ce que tu penses que Brian Gulak devrait se développer, aller chercher un troisième type et faire un truc à la Cesaro Nakamura, Sami Zayn? En fait, c'est ça le fond de la question. À mon sens, c'est pas forcément nécessaire. Brian a quand même un palmarès pour lui qui dit tout le bien qui peut être comme dans les cordes ou au micro. Gulak, il a un semblant de push avec lui. Et après, les deux catcheurs vont très très bien ensemble. En trouver un troisième de leur acabit, un bon technicien qui soit pas une grosse machine physique, ça me paraît dur à trouver en l'état. Surtout de quelqu'un de connu. Alors après, de NXT, pourquoi pas, mais c'est là encore qu'il va faire une montée. Pourquoi pas, mais bon. Bon, pour moi, ça ne manque pas. C'est plus des histoires de booking qu'il faudrait améliorer. Et sur le titre intercontinental, comme challenger, tu choisirais Elias, Gulak ou Otis? Ah, Gulak, on réfléchit. Hein. Gulak. Otis, oui. Après, il faut qu'il se sépare. Il faudrait peut-être une petite feud contre son partenaire de tag team, pardon. Histoire de le faire un peu monter. Ouais. Avant d'avoir une run pour un titre. Hein. Et Elias, bon, il est toujours un peu bloqué avec Corbin. Là, on l'a pas vu cette semaine. Non, écoute, il est déclaré blessé. Hein. Oui. Il est déclaré blessé de toute manière. Ah, je savais pas, d'accord. Ah, tu savais pas, d'accord, excuse. Ah non. Ouais, en fait, non, Elias, c'était normal qu'il soit pas là cette semaine. Ok.
Donc, non, pas de problème là-dessus. Donc ouais, non, Elias, oui. Ouais, Ok. c'est pas mon premier choix non plus. Donc pour toi, c'est Gulak, challenger au titre IC, ça serait Gulak. Ouais. Ok, et ben moi me Voilà. concernant, alors moi je vais être d'accord sur un truc avec toi, c'est le titre intercontinental. Moi aussi, ça serait Gulak, mon challenger, mon first contender. Par contre, je vais diverger un peu sur toi, de toi par rapport à Brian Gulak, et je vais Ouais. être peut-être un petit peu dans le camp de Gilbert, même si je sais pas trop si sa question elle est affirmative, voilà, ou si pour lui c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais moi, sauf que je vais diverger d'un point sur lui, c'est-à-dire que moi, je serais assez d'accord qu'il forme un trios. Et justement, je ne voudrais pas avoir le troisième catcheur, je ne veux pas que ce soit un catcheur qui leur ressemble, je ne veux pas un catcheur technicien. Moi, j'aimerais qu'ils aient un powerhouse. Ah oui. Et en fait, parce que Daniel Bryan, il est voilà, depuis jurisprudence El No, Daniel Bryan, il est toujours à l'aise quand il a un gros balèze avec lui, quoi. Même du temps, le très court laps de temps qu'il avait passé avec la Wyatt Family, il était hyper à l'aise avec Harper et Rowan. Et un gros powerhouse qui arrive dans leur trio, moi, je serais assez d'accord de ça. Et alors, pour le coup, pas du tout un Shorty G. Alors là, pas du tout. Voilà, il me dit, je vois bien Shorty G, mais alors là, moi, pas du tout. Et si c'est un venu d'NXT, eh ben, j'aimerais bien que ça soit un type bien, un bon powerhouse, qu'on trouve un bon powerhouse. J'ai pas de nom qui me vient pour l'instant à l'esprit. Je vais y réfléchir, Gilbert, pour la semaine prochaine. Et je te dirai à quel powerhouse je pense, promis juré, pour la prochaine review de SmackDown. Euh, voilà, mon kiki, on en a fini avec les questions à Gigi. Et oui. Et voilà, c'est bien joli tout ça. Alors, voilà, maintenant on va passer à la procédure catch-upesque de la review, le passage obligé. Voilà, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, le top, le flop et la note. Donc, mon bon Kyrios, c'est toi qui ouvre le bal et oublie les bonnes manières pour chauffer l'atmosphère dans ce monde inculte et amer. Quelle rime. Eh bien, écoute, le flop, faut en choisir un parmi tout ça. Ouais, Je vais le donner à l'absence d'être champion. On n'a pas vu de champion. on n'a pas vu le champion. Ouais, pas de champion universel. Pas non Pas de, plus de pas de champion intercontinental non plus. intercontinental. Et j'ai pas vu non plus de champion féminine, enfin de championne féminine. Ah ouais, il paraît qu'elle était là, mais en fait, elle Ah n'était oui? pas là, mais en fait, elle était là. En fait, on ne Ah, savait pas. d'accord. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, trouver un top là-dedans. Oh là 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 là. Et j'y réfléchis depuis un petit moment, hein, je dois te dire. Et je vais quand même le donner à l'opener hein, avec les tag teams. Parce qu'il faut en donner un et que ça a au moins le mérite de placer les quatre équipes dans le game. Et, ouais, non, c'est un peu triste toute cette émission. Et ça va se refléter sur ma note qui sera un 1. Juste 1 pour l'encre. Parce que voilà, même s'il n'y a pas eu de segment exécrable, Ouh. mais il n'y a rien eu de bien où je me suis senti content de regarder le show, quoi. Ouais, ouais, C'était, ouais, ouais. j'ai pas été diverti, quoi. C'est ah, il se passe ça. Ah, d'accord. Ah, Ouais. tiens. Ah, ok. J'ai pas du tout été enthousiasmé par cet épisode de SmackDown. Il y a rien qui m'a fait relever un sourcil, quoi. Donc voilà. Et Alors, quant à toi, 1-1. qu'est-ce que t'en as Alors, quant pensé? à moi, 1-1. Ça va voler très, très, très haut, je vous préviens. Alors, bah déjà, je vais donner l'avis de notre Raphaël hier, qui nous a laissé. Qui nous a laissé. Et alors, il nous a laissé, voilà, il nous dit, écoutez bien les paroles de notre Raphaël national, je suis tout simplement incapable de sortir un top. Voilà, donc ça fait mal. Il nous a demandé de dire énormément de mal de Corbin, ce qu'on a fait, mais on a vite évacué, mon Raphaël, parce que c'est un peu fatigant de parler du baron. Et du main event, oui, bon, nous on en aura parlé à notre manière. Et il met comme note un 1. Voilà, Kyrias. Tu es déjà 2 dans le clan du 1. Et quand Alors moi, mon top. t'auras ton 3.
Mon top, je vais le donner. Mon top, écoute, je vais être solidaire, je vais être tag team partner. Et comme toi, je vais donner mon top à la tag team masculine pour l'opener, tout ça, quoi. Voilà, le fait d'avoir toutes ces équipes dans la tag team division à SmackDown, c'est pas mal, c'est fresh. Et c'est plutôt un truc un petit peu intéressant. Voilà, donc voilà, je te rejoins là-dessus sur le top. Mon flop, alors là, comme toi, j'ai les mêmes problèmes. Voilà, j'aurais pu le donner à plein de trucs. Soit des trucs qui sont passés en coup de vent, soit des trucs pas intéressants, soit des trucs avec beaucoup de botch. Je sais pas même pas si on l'a signalé d'ailleurs, mais dans le match féminin, quand même, il y a eu beaucoup de botch. Ah, on l'a pas signalé, là. Ouais, on l'a même pas signalé, mais voilà, parce que vous voyez, déjà c'était tellement pauvre en fait qu'on en parle même plus des botch finalement. Les botch finalement, je sais pas si tu remarqueras, mais quand il y a du public, quand il y a un gros botch avec le public qui réagit et tout ça, on en parle plus facilement dans les reviews. Alors que là, en fait, c'est devenu tellement le truc. Alors que là, normalement, c'est censé être enregistré en plus. Mais Je me demande s'ils ont pas repris les enregistrements live. ils ont repris le live peut-être. Ah, je sais plus, je suis perdu. Alors ça, Je sais pas non plus. Je suis pas certain, donc je peux pas dire de conneries. Enfin, de toute façon, ouais, voilà, marqué par pas mal de botch, quoi. Mais moi, je vais le donner tout simplement au main event, comme Raphaël. Je le donne au main event parce que vraiment faire les 25 ans de carrière de Triple H de cette manière-là, pas tant du fait qu'il soit un peu qu'il l'ait chambré, que c'était ambiance cours de récré, vestiaire de rugby, tout ça. À la rigueur, je m'en foutais, ça c'était marrant, ça fait revoir quelques vieilles images un peu décalées, voilà, de l'attitude era, de la DX et tout ça, quoi. Revoir quand même, faut pas oublier que Triple H, pour le jeune peuple de catch-up qui savait pas, Triple H, il a commencé dans une gimmick d'aristocrate français, quoi. Et donc, c'est début à la WWE, c'était quand même quelque chose, quoi. Et puis le revoir avec les cheveux longs, moi, j'aimais bien la période des matchs quand il avait les cheveux longs. Je crois Ringside aussi, Ringside, d'ailleurs, je crois qu'il ne regarde même plus les matchs de Triple H depuis qu'il a les cheveux courts. Donc voilà, et vraiment, ça m'a fait chier que ça soit en main event, ça m'a ennuyé profondément. J'aurais voulu ça en opener, un truc qui pète un petit peu plus, et puis après on serait passé à autre chose et on aurait fait du catch pour le main event, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. À NXT et à la IW, on a du catch. Allez voir la baston du mercredi, elle est en ligne. Et donc voilà. Et ma note, écoute, aujourd'hui, nous allons faire un trios pour la review du show. Puisque moi aussi, je vais mettre un Uno. Et voilà, donc on va être, voilà, c'est le trio. On est raccord. Le trios Uno. Voilà, le trios Uno pour le SmackDown du 24 avril 2020. Voilà. Ainsi se termine cette review, les amis. Cette review du SmackDown. Mon bon Kyrias. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'autopromo. Ouais, il nous reste l'autopromo. Ouais, bon, on va signaler que voilà, vous allez avoir des reviews de review, de SmackDown, de Raw, de la baston du mercredi et des pay-per-view. Donc le Money in the Bank, c'est le 10 mai. C'est le 10 mai, avec donc 2 matchs à stipulation pour la mallette féminine et masculine. Et l'autopromo, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous nous retrouvez sur YouTube. Il faut faire sonner la cloche comme en début de combat. Il faut vous abonner pour nous référencer. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez laisser des questions aussi si vous voulez pour qu'on vous cite dans les reviews comme on le fait avec Gilbert qui lui passe par le canal Discord. Voilà, puisqu'on vous le rappelle, on est aussi sur Discord et on est donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast que vous trouvez, comme dirait le bon Yerem, El Patron. Tous les liens sont dans la description. Voilà. Je lance la musique d'ailleurs de chez nous. Voilà, vous le retrouvez sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien oublié normalement. Mon Kyria, je te fais un big up. Je fais un big up à toute la team aussi au passage, quoi, qui chacun est dans ses situations un peu comme on peut, comme on veut, comme on s'en sort. Et donc un big up à tout le monde. C'était un plaisir de t'avoir avec moi. Hey, ho ho. Yeah. Moi aussi, j'étais content de venir parler de cet épisode plutôt navrant de SmackDown. Oui. Et avec toi, ça passe bien. Ouais, on espère que vous vous êtes plus amusés à écouter notre review que à regarder le show au final.
et voilà, et on vous souhaite à tous comme nous, comme dirait Raphaël, d'avoir fait notre deuil des shows de catch à l'ancienne. Et voilà, mais on continue malgré tout, le sacerdoce est là, on continue à vous livrer la marchandise chaque semaine. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On vous fait des cordes à linge plein la gueule. Et des atémies. Et des atémies. Wouh! On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut mon Kyrias. Salut peuple de catch-up. Salut Toto Chris. Et avec ta grosse voix, fais-moi un salut peuple de catch-up des familles. Salut peuple de catch-up.